Le rapport mondial 2016 sur la parité entre hommes et femmes du Forum économique mondial démontre que les femmes continuent d'être sous-représentées parmi les diplômés des filières STIM, entendez sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. L'écart entre les hommes et les femmes s'élève à 47%, avec 30% d'hommes diplômés et seulement 16% de femmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Boulevard des femmes. Aujourd'hui, nous parlons donc du défi de la participation des filles aux filières scientifiques pour un meilleur développement du capital humain, mais aussi pour mieux faciliter l'autonomisation de la femme et favoriser l'équilibre social. Dans ce numéro, la rubrique pour les femmes de ce numéro, je dirais donc, l'experte rencontrée nous a édifié d'abord sur les raisons du manque d'intérêt des femmes pour les filières scientifiques et nous a suggéré par ailleurs quelques pistes de solutions. Mais avant de l'écouter, nous allons installer notre invité fil rouge que je vous invite à découvrir. À 37 ans, Titilayo Nadia Sylvie Akio, épouse d'Ovonou, est une multi-entrepreneuse qui a déjà vendu beaucoup de choses. Déjà au cours primaire, elle vendait à ses amis des bonbons et pop-corn et plus tard à l'université à Dakar des bijoux, pagnes, boubous. Au Sénégal, Nadia n'est pas allée pour faire du petit commerce, mais pour décrocher son doctorat en médecine vétérinaire qu'elle a brillamment soutenu en 2008 après 6 années d'études à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire à Dakar. À son retour au Bercail, en bonne femme Nango, elle a continué ses activités commerciales et monté en association avec un ami d'enfance sa première société Eben Sarl. Ainsi commence pour elle une vie riche en expériences entrepreneuriales. Docteur Akio dirige Veto Plus Bénessal, une pharmacie vétérinaire qui fournit des intrants aux éleveurs, leur fait de la formation et suit leur exploitation pour une meilleure rentabilité. Coordonne la ferme Cajulis qui produit des œufs et du poulet de chair. Préside le conseil d'administration de la coopérative Volaille du Bénin, co-manage avec son époux La Bonne Viande, une boucherie qui transforme et distribue des viandes locales, saines et certifiées aux populations de Calavi et Cotonou. C'est une quarantaine de personnes qui travaillent sous ses ordres et ses activités sont sur des sites différents, ce qui peut rendre très longues les journées de l'Amazone. Mais quand on dit à Nadia qu'elle est dispersée, elle invite à regarder de plus près le fil conducteur qui lie ses différentes activités. En effet, toute son activité tourne autour de l'aviculture. Elle distribue des poussins d'un jour, offre des formations et du suivi pour les élevages, fournit les différents intrants et commerciale à travers La Bonne Viande, les produits issus des fermes. Grande assoiffée de connaissances, elle a suivi plusieurs formations continues afin de renforcer ses capacités. Elle a réalisé pour le compte de plusieurs projets et programmes des missions dans son domaine d'expertise, l'aviculture familiale moderne. Professionnellement, elle ambitionne de faire de sa structure un centre de référence pour l'aviculture et d'assurer la fourniture en poulet local à prix accessible à toute la population à travers ses points de distribution. Nadia Akio, bonjour. Bonjour Islem. Bienvenue sur Boulevard des femmes. Merci. Mirabel, vous avez vu ce profil? C'est rare, je vous dis félicitations Nadia. Merci. Grande assoiffée de connaissances à moins de 40 ans. Nadia, vous êtes une multi-entrepreneuse. Où trouvez-vous toute cette énergie? Dans l'envie de me lever chaque jour et de ne pas avoir une minute d'ennui. Du coup, tu as envie d'occuper toutes les minutes de ta journée et ça entreprend. On a de grands rêves qu'on essaye d'avancer vers. Et quelles sont vos principales sources de motivation? L'objectif final, c'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure le reportage, c'est de pouvoir devenir une référence dans la fourniture de poulet. Vous savez que chez nous, il y a toujours la grande problématique du poulet importé. Et pour qu'on arrête d'importer du poulet, il faut qu'on justifie une production locale suffisante. Alors, il y a un gros travail tout autour et ça, c'est l'objectif final qui, je pense, est le moteur et qui te donne envie chaque fois de te battre pour l'atteindre parce que le rêve est grand.
quand je vous regarde et je regarde tout ce que vous avez eu à faire, pourquoi avoir choisi finalement de vous investir dans l'agriculture plutôt que d'autres choses, puisque vous avez fait aussi du commerce. Je me rappelle de ces moments où vous nous habillez avec avec Even Boutique. Alors, l'aviculture, déjà, parce que c'est mon domaine, je suis vétérinaire. Et en matière d'élevage, c'est la spéculation qui tout de suite m'a intéressée. J'ai voulu faire de l'aviculture. C'est intéressant à voir. On a vu les poussins tout à l'heure, de les conduire pas à pas jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et deviennent un poulet rôti dans nos plats. Donc, j'ai été intéressée par l'aviculture parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup à construire dans ce domaine. Il n'y avait pas grand-chose encore, même s'il y a plein de poulets. Chaque ménage ici a souvent son petit poulet qui court dans la rue, mais il reste de la structuration et c'est pour ça certainement que ça m'a passionnée. Mirabel, elle a parlé d'accompagner les petits poussins comme si on accompagnait nos petits bébés là. Ça doit être passionnant ce que vous faites comme travail. Moi, j'ai bien envie de vous demander comment est-ce que vous avez atterri là? En médecine vétérinaire, un peu par hasard finalement. Oui, j'ai eu un bac scientifique à l'époque avec une mention où l'État accompagnait encore spontanément sur des bourses. Et il fallait trouver une inscription dans une école en Afrique. Donc, j'ai trouvé plusieurs écoles, j'ai envoyé plusieurs emails. Et la première qui m'a répondu était l'école vétérinaire. Donc, complètement d'abord. Par hasard, c'est vrai, je voulais faire une filière médicale, beaucoup plus la pharmacie à l'époque. Mais la médecine vétérinaire a été la première école qui a donné une réponse favorable à mon inscription et je suis partie en me disant même peut-être que bon, arrivé là-bas, peut-être que je changerai. Mais une fois que j'ai commencé, j'ai pris de l'intérêt pour et ça a continué. Alors, la réticence des femmes face aux filières scientifiques ou comme le secteur dans lequel vous vous êtes investi, elle n'est pas propre. Le phénomène n'est pas propre seulement au Bénin. Dans plusieurs pays en voie de développement, on note une sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et dans le secteur des technologies, par exemple. Et pour parler du désintéressement de la gente féminine face aux filières scientifiques, nous avons questionné le docteur Chakirat Salifou, enseignante-chercheur à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Elle est aussi spécialiste des normes, contrôle de qualité et technologie. Généralement, les femmes s'orientent moins vers les filières scientifiques parce que leur choix dans la poursuite des études est généralement influencé par plusieurs facteurs au nom desquels on peut parler de l'environnement, on peut parler de la qualité, de la quantité de l'éducation reçue, on peut parler des stéréotypes et aussi de la perception personnelle du métier scientifique ou de la filière scientifique. Au Bénin, les femmes sont vraiment moins représentées, elles sont vraiment absentes dans ces filières scientifiques. Elles arrivent plus tard parce qu'elles sont sous l'influence des facteurs sociologiques et elles n'ont souvent pas de mentor. Il y a l'absence de ce qu'on appelle les rôles modèles et elles ne sont pas vraiment informées à temps, ce qui fait qu'elles arrivent très tard dans ces métiers-là. Le secteur scientifique est prometteur. Et pour ceux-là qui font des études dans le secteur scientifique, ils peuvent devenir plus tard des scientifiques, des physiciens, des astronomes, des archéologues. Et ils peuvent travailler en tant qu'ingénieurs dans les industries pharmaceutiques, etc. Pour les femmes, être dans cette filière, c'est déjà faire des prouesses, c'est se valoriser et c'est aussi une occasion d'avoir plus d'ouverture sur le monde. Et aussi, ça améliore l'autonomisation des femmes. Déjà, ça commence par l'amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles déjà à bas âge, déjà favoriser l'inscription des filles à l'école
en milieu secondaire, œuvrer pour diminuer le taux de déscolarisation et déjà au niveau des classes où les filles sont en mesure de faire des choix, il y a souvent des séances de sensibilisation. Il y a aussi la politique de la discrimination positive qui est faite en faveur des filles et des femmes pour s'orienter vers ces filières scientifiques. Pour renverser la tendance, il faut donner l'opportunité aux filles et aux femmes d'interagir avec des femmes qui exercent déjà dans le domaine, avec des femmes scientifiques. Il faut donner l'opportunité aux filles, aux femmes d'avoir des modèles et des gens qui puissent être des sources d'inspiration. Parce qu'en absence d'information, on ne peut pas s'orienter vers une filière. On se contente des filières qui sont connues généralement et souvent des filières qui sont reconnues comme étant des filières pour femmes telles que l'administration, le commerce, l'éducation au primaire, la santé publique. Donc souvent le choix est influencé par l'environnement. Donc il faut agir sur l'environnement, il faut agir sur la formation, il faut sensibiliser. Ben voilà, Nadia, vous avez écouté un peu docteur Shakira, tout ça, Mirabel. Docteur Shakira qui explique un peu les pesanteurs sociologiques qui n'encouragent pas les femmes à aller vers ces filières et qu'il va falloir désormais changer la donne. Alors pourquoi, selon vous, a-t-on pendant longtemps pensé que l'accès aux filières scientifiques est seulement représenté beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes? Alors, c'est d'abord une question de société, de modèle, de culture, parce qu'en général, quand on pense à un scientifique, je ferme les yeux, je pense à un scientifique, il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent. Alors, les femmes, elles ont souvent vu, au moment du choix, quand il fallait choisir des métiers de femmes, elles n'ont pas souvent vu des métiers scientifiques. Sinon, en général, au collège, même depuis le cours primaire jusqu'au collège, les femmes sont plutôt brillantes en sciences. Moi, j'ai vu plusieurs baccalauréats C où les premières du Bénin, c'était des femmes. Donc, les femmes, quand elles font les sciences, ce n'est pas qu'elles manquent de connaissances, ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien, mais en général, parce que la femme ne doit peut-être pas faire de très longues études, elle se dit, la filière scientifique, ça va prendre du temps pour y arriver. Moi, je veux rapidement finir, la société m'impose de me marier assez tôt. La femme, elle n'a pas de modèle, comme je disais, d'autres femmes qui sont dans la science. Et donc, elle choisit des métiers qui sont plus cosmétiques, plus dits féminins. Eh bien, moi, je dirais plutôt, il n'y a pas que ça, hein. Il y a que vraiment les femmes. Et pour que les femmes puissent s'orienter aussi, il y a ce que la sociologie nous inculque dès le bas âge, où on dit, il y a tel jeu pour le garçon, tel jeu pour la fille. Et c'est déjà ça, à mon avis, et je suis sûre que les sociologues ne nous diront pas le contraire, c'est déjà ça, à mon avis, qui nous catégorise, qui fait que déjà la fille, on lui apprend à jouer à la poupée, pendant que le garçon, on lui donne un train. Et connaissant les garçons avec leur esprit curieux, ils se transforment, ils voient comment changer cette roue à telle roue de train, ou changer le train en vélo. Donc déjà, ça, on permet aux garçons de jouer à ces jeux-là, pendant que la fille, on la mène à habiller la poupée, à laver la poupée, tout ça. Moi, je pense, et vous me direz peut-être votre avis, que tout ça nous catégorise d'une certaine manière. Tout à fait, dès le départ, c'est une question d'éducation, de culture. Donc, en dehors des modèles, c'est ce qu'on nous a inculqué dès le bas âge. Parfois aussi, au moment du choix des séries, les femmes se disent « Non, je vais aller vers quelque chose de plus facile, les maths peuvent être difficiles ». Pourtant, moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, personnellement, j'ai choisi les maths parce que c'est trop facile. C'est de la répétabilité. Tu prends les mêmes théorèmes, les mêmes équations et ça donne la même chose. Alors que quand on est en littérature ou dans d'autres domaines, je trouve que c'est beaucoup plus philosophique. Ça peut aller dans tous les sens. Personnellement, je pense que j'ai toujours eu de très bonnes notes en classe en français, mais au baccalauréat, on m'a donné 4. Je ne sais pas pourquoi. Mais en maths, ce genre de choses ne peut pas arriver parce que c'est des théories claires. Donc, je dis aux filles, si vous aimez les séries faciles, choisissez les séries scientifiques. Et avec vos parents, ça a été facile. Vos parents ne vous ont pas dit, ah non, tu ne dois pas faire la D, tu dois pas faire, par exemple, tu dois devenir vétérinaire, tu dois devenir médecin. Il y a ça aussi qui non, les parents, moi, de mon côté, m'ont toujours encouragé. Déjà, ils ont fait de la science aussi. Donc après, c'est ce que je dis. Parfois, ça a été une facilitation liée à l'environnement dans lequel moi j'étais. Les parents ont fait de la science. Ils ont dit, tu vas faire de la science, tu seras docteur. Oui, pas forcément celui des animaux parce qu'on se dit,
va faire docteur pour venir nous soigner, quoi, pas pour Exactement. aller soigner les animaux. Encore que le vétérinaire est d'abord là aussi pour soigner les hommes, parce qu'on fait en sorte que les maladies animales ne viennent pas aux hommes. Donc après, en amont, c'est un travail qui est fait. Alors, au cours de, pardon Ah oui, Mirabel, il y a beaucoup de au cours de questions. votre cursus, oui, c'est très intéressant de voir, parce que Mirabel l'a souligné, c'est très intéressant de voir quand même qu'une femme comme vous, une jeune dame en plus, a choisi plutôt de travailler dans une filière scientifique plutôt que d'aller dans les cosmétiques. Encore que vous avez failli passer par là ou que vous êtes passé par là, on a compris finalement que c'est pour chercher un peu le jeton, comme on le dit. Mais c'est vraiment passionnant de voir qu'une jeune dame s'est investie et a pour l'ambition d'évoluer là-dedans. On veut juste savoir, moi je voudrais quand même savoir, tout au long de votre cursus, vous étiez nombreuses des femmes comme vous? Ça dépend du niveau du cursus. À l'école secondaire, j'ai fait une école de filles, donc on était des milliers de filles dans la même école et beaucoup dans des séries scientifiques. Plus tard, oui, à l'école vétérinaire, c'est sûr qu'on n'était pas 10-15% de femmes, je ne pense pas. Sur le tableau de l'ordre des vétérinaires au Bénin, il ne doit pas y avoir 20% de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur, mais ça, c'est encore chez nous. Ailleurs, au Maroc, aujourd'hui, en France, en Belgique, il commence par y avoir plus de femmes vétérinaires que d'hommes vétérinaires. Donc après, c'est une question de culture, de modèle. Dans l'évolution, dans le cursus, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Mais est-ce que c'est juste dans les sciences? Je pense que c'est simplement dans les études. Les femmes n'ont pas souvent l'habitude d'évoluer. Et quelle que soit la filière qu'on prend, à un moment, ça commence par se restreindre. Il y a beaucoup de femmes au primaire, moins au secondaire et finalement moins au tertiaire. Dans la science, c'est plus criard, mais c'est de façon générale dans la scolarisation des femmes le problème. Alors, 16% de femmes seulement dans les filières scientifiques. Est-ce que vous pensez que le sujet dont nous débattons est réaliste? Le sujet dont nous débattons est réaliste, il est réel. Il est tellement réel, je pense que c'est le 11 février que l'ONU a mis comme une journée des femmes et des jeunes filles de science. Parce qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on pose le problème pour qu'on ait une chance que ça se résolve. Il n'y a pas de femmes dans les filières scientifiques. Elles ont peur d'y aller, elles se disent, comme on l'a dit, c'est la culture, c'est pas comme ma poupée avec laquelle j'ai joué toute petite, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Les théorèmes peuvent sembler rébarbatifs, alors que pas forcément. Alors, quelles sont les opportunités qui s'offrent, par exemple, aux femmes dans les filières scientifiques, notamment, par exemple, votre filière? En dehors de la médecine vétérinaire, bien sûr, Voilà. je dirais. En dehors de la médecine vétérinaire. En dehors de la médecine vétérinaire, de façon générale. Voilà. Une femme dans les sciences, je ne sais pas, bon, je vais parler en commerçante. Ce qui est rare est cher, toujours. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les sciences, moi, je conseillerais aux femmes d'aller vers ces secteurs-là, parce que quand on est dans un secteur où il y a une pléthore de femmes, on n'est pas demandé. Alors que quand on choisit quelque chose qui est plutôt rare, que beaucoup de gens ne font pas, alors forcément, on n'est plus plébiscité. On est aujourd'hui à une ère de genre où on a envie quand même qu'il y ait tout le monde, pas qu'on met forcément en avant la femme, mais à poste égal aussi, à 10 postes, on veut bien qu'il y ait 5 femmes et 5 hommes. Donc, les femmes ont intérêt à choisir, à quitter les sentiers battus, à choisir des filières beaucoup plus particulières, des filières spéciales, et l'accès à l'emploi sera plus facilité, à mon avis. Apparemment, ça marche bien pour vous en tout cas, et ça se voit que vous y réussissez. Et quelles sont alors vos ambitions, Nadia? Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour les années à venir? Pour les années à venir, ça sera de développer l'entrepreneuriat, développer encore plus et devenir une référence. Quand on parle d'aviculture au Bénin, ça, moi, j'y tiens. Donc, continuer dans la formation, continuer dans la promotion des aviculteurs, des petits entrepreneurs pour la mise en marché de leurs produits et pouvoir faire de l'entreprise une vraie référence. Nadia, merci. Vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, les femmes sont beaucoup plus investies dans d'autres secteurs que des secteurs scientifiques. C'est bien dommage, mais ce n'est pas encore aussi alarmiste que ça, puisque aujourd'hui, nous avons quand même des femmes mécaniciennes, nous avons des femmes ingénieurs, nous avons des femmes soudeurs, ou on dit soudeuses. Soudeur. En attendant de féminiser. De féminiser. On découvre quand même aujourd'hui que l'ouverture se fait de plus en plus. On voit aussi au niveau de nos lycées techniques que les filles s'investissent vers ces domaines où on a trouvé quand même que les autres, les domaines de coiffure, d'esthétique, sont déjà trop pleins et les femmes veulent maintenant se singulariser ou se distinguer. Et il y a même l'État aussi qui encourage le fait à travers nos lycées techniques. Mais en attendant, nous avons quand même des filles qui s'intéressent toujours à ce qui leur revient.
Et c'est ce que nous allons découvrir dans Femmes en Vogue. Femmes en Vogue, aujourd'hui, nous allons en Inde pour découvrir un personnage ordinaire devenu quand même une grande personnalité. Et c'est sous la conduite de Anita Marcos. Monya Singh, c'est le nom de Miss Inde 2020, un titre qui représente non seulement le couronnement de sa beauté, mais également de sa combativité. De conditions modestes, en effet, la vie n'a pas toujours été rose pour Monya Singh. Fille d'un chauffeur de pousse-pousse, elle n'a pas eu le privilège de faire de grandes études. Il lui est en effet arrivé de passer des nuits entières à errer sur des kilomètres, le ventre totalement creux. Cependant, loin de se laisser abattre par sa situation précaire et grâce au sacrifice de ses parents, elle a pu réaliser une partie de son rêve et en s'inscrivant à l'école où elle a étudié jusqu'à l'âge de 14 ans alors qu'elle cumulait avec ceci un travail de laveuse de vaisselle les après-midi et de standardiste les nuits dans un centre. Élue Miss Inde 2020, le principal message de Monya Singh consiste à dire merci à ses parents et au monde que tout est possible quand on s'engage pour ses rêves. C'était Miss Inde 2020, Anita Marcos. Tout à fait, il s'agit donc de Monya Singh comme cela a été signifié dans l'élément témoin. Et donc c'est une jeune dame qui est passée quand même par de terribles épreuves, qui est de conditions très très modestes. Son père est chauffeur de taxi, il lui arrivait de ne pas manger durant des journées tout entières, mais elle a quand même tenu à aller à l'école. Entre-temps, elle a dû arrêter aussi parce qu'il n'y avait plus les moyens pour qu'elle aille à l'école. Elle a dû laver les assiettes d'un restaurant. Donc c'est une dame qui a trimé et qui, du haut maintenant de sa couronne, adresse quand même un message à la jeunesse pour leur dire que tout est possible, même quand on est au plus bas que possible. C'est possible d'émerger un jour et de voilà quoi. De porter une grande couronne. Une question qui me vient rapidement à l'esprit, elle s'adresse à Nadia. Pensez-vous, Nadia, qu'une jeune dame comme ça, sans moyens, pourrait réellement, quelle que soit sa bonne volonté, émerger dans des filières scientifiques qui nécessitent quand même des moyens pour aller de l'avant? Parce que vous avez été jusqu'au doctorat. Si vous n'aviez pas eu peut-être une bourse, que vous n'avez pas eu des parents capables de vous soutenir jusqu'à un certain niveau et que vous devez vivre dans les conditions d'une fille comme la Miss Inde, pensez-vous qu'une femme dans ces conditions pourrait réellement rêver de devenir un docteur en sciences vétérinaires? C'est vrai que pour étudier, il faut beaucoup d'accompagnement, qu'on soit femme ou homme. Les hommes, eux, en général, ils se battent, ils se disent qu'il n'y a pas le choix. Et la femme, elle peut facilement écourter le chemin à un moment quand elle n'en peut plus parce qu'elle se dit il y a d'autres options. Je peux me marier, je peux trouver une solution. Donc c'est sûr que c'est plus difficile quand une femme n'a pas les moyens d'arriver loin dans les études. Mais il faut garder la persévérance, il faut se battre, il faut briller. Parce qu'en brillant aussi, on a la chance d'obtenir des bourses, d'obtenir de l'accompagnement. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui aux femmes, on a la chance d'être à une ère où ça devient de plus en plus facile pour nous, en tout cas, quand on commence, quand on fait le premier pas. Parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a une vraie volonté internationale d'accompagner et de booster la femme. Et normalement, avec de la volonté et du travail, elles doivent pouvoir y arriver. C'est vrai que quand vous parlez de volonté, je me dis maintenant avec cette couronne, elle a quand même les moyens de s'offrir, ne serait-ce qu'un autre niveau d'études, si elle le veut réellement. Tout à fait. Et comme on le dit, il n'est jamais trop tard. C'est quelque part en Afrique, dans nos pays, qu'on pense qu'à partir de la trentaine, oui, on ne peut plus rien faire. On a vu tout à l'heure, à 67 ans, à 57 ans, des gens exceller. Tout est une question de détermination. Il faut se donner aussi les moyens pour atteindre ses objectifs. Et alors, il faut que des gens comme elle puissent partager aussi leurs expériences pour pouvoir inspirer à d'autres, pour inspirer d'autres. Et en cela, je voulais bien demander à Nadia si elle a eu des modèles qui l'ont inspirée à des moments donnés à se lancer dans sa filière ou bien comment
ça s'est passé? Personnellement, non, pas du tout. C'est parti comme ça. C'est vraiment parti comme ça. C'était même vraiment un désir. Oui, tout petit, on avait tous envie d'être docteur. Plus de la pharmacie que de la médecine et de la médecine vétérinaire. Franchement, j'ai pas eu un modèle précis. J'ai plutôt eu la pression des parents qui, comme l'élément le présentait dès le début, moi, j'ai voulu faire du commerce, je voulais vendre. Et maman, elle était derrière, elle dit, tu vas vendre ce que tu veux, mais une fois que tu m'auras ramené ton diplôme. Donc, c'était vraiment pour satisfaire, pour cocher la case, c'est bon, j'ai eu le diplôme, plutôt que de dire, j'avais très envie de faire une filière scientifique. Maintenant, pour encourager les femmes aussi, il y a un aspect dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'au niveau des entreprises, on a parlé des femmes soudeurs, des femmes mécaniciens, des femmes dans les grandes industries, il faut aussi de la facilitation dans les process. Parce que parfois, la femme a peur d'aller vers ce genre de choses parce qu'en griffe, on dit qu'on est le sexe faible, on n'a pas beaucoup de force. Donc, il faut qu'il y ait de la facilitation dans les process pour que les femmes n'aient plus très peur des machines, n'aient plus très peur de soulever de gros poids. Il faut comment on appelle ça, qu'on adapte les machines et les process. On a beau avoir l'intellect, on a quand même notre corps qui reste féminin et qui n'est pas aussi fort et solide comme celui de l'homme. C'est peut-être ça qui fait qu'on dit que l'homme est le sexe fort et la femme le sexe faible. On peut en discuter. La discussion est toujours ouverte, ça c'est clair. Mais à la détermination dont Mirabel parlait, moi je voudrais aussi ajouter l'ambition. Parce que je me dis qu'on peut être déterminé si on ne sait pas où on va, si on n'a pas un point d'arrêt, un point de stop. Si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas forcément aller à un certain niveau. Avec l'ambition, on est peut-être entre griffes obligé de se donner les moyens d'arriver là où on veut. Donc, on peut avoir de la détermination, mais il faut accompagner ça de l'ambition. Voilà. Avoir envie d'être quelque chose, avoir envie de dire son mot dans la société, de s'imposer et tout. Et puis, on se donne les moyens, on ne se décourage pas et je pense que ça peut aller. En tout cas, espérons par ailleurs une bonne vie de couple à notre Miss, qu'une bonne vie de couple lui sourisse et qu'elle n'atterrisse pas dans le harem d'un vicieux polygame comme Edwige, dont la mésaventure nous est contée dans le roman La cinquième épouse que nous invite à découvrir ou à parcourir Carmen Toudonou dans Tache d'encre. Bonjour mesdames, messieurs, Tache d'encre aujourd'hui vous présente ce roman, La cinquième épouse du béninois Robert Edjamian. Cette œuvre paraît en 2019 aux éditions Vénus de Ben de Cotonou. L'auteur Robert Edjamian est traducteur et enseignant d'anglais commercial. Il est romancier et nouvelliste et La cinquième épouse est son premier roman. L'œuvre est conçue sur le fond d'une carte postale qui sublime le décor enchanteur du pays Agongli, dans le centre du Bénin. Pour ce qui est de la trame, le roman conte l'histoire, je dirais plutôt les mésaventures de la malheureuse Edwige, puisque c'est bien elle qui est cette cinquième épouse dont il est question dans le livre. Après un mariage fastueux, la jeune fille intègre ce que j'appellerais le harem de son époux, où elle découvre les réalités, voire les horreurs de la polygamie. Elle ne tardera pas à tomber dans les bras de son beau-frère Francis. Alors vous devinez très bien qu'à partir de ce moment où le triangle amoureux est constitué, eh bien le drame est enclenché. D'autant plus que le mari de Edwige est un redoutable féticheur et il n'est pas prêt à partager son épouse, surtout pas avec son frère. Par ce roman, Robert Edjamian signe une ode au désenchantement quand l'amour rêvé tourne à l'horreur. À présent, je vous propose un extrait du roman La cinquième épouse. Nous sommes page 50-51. Sans se débarrasser de ses habits, il alla prendre une bouteille de whisky déjà entamée et en but une bonne rasade au goulot. Il poussa enfin la porte de sa chambre à coucher et entra. Edwige était là, étendue sur son lit. Francis sursauta en la voyant et son cœur se mit à battre la chamade. Elle portait un slip de couleur bordeaux qui lui cachait à peine le mont de Vénus. Elle se leva gracieusement et vint à sa rencontre, plus provocante que jamais. Francis resta bouche bée, complètement confus. Mais Edwige ne perdit pas le temps. Elle s'était collée à lui et l'aidait déjà à se débarrasser de ses habits.
Elle n'avait pas choisi de changer de terrain de jeu pour rien. La poitrine légèrement bombée, comme si quelque chose lui pesait derrière, elle lui brûlait le corps de ses seins nus aux tétines pointues qui achevèrent de le dérouter à tout jamais. Très vite emporté par les caresses de sa cavalière inattendue, Francis la serra très fort dans ses bras. Leurs corps s'unirent une fois encore avec passion, une forte passion volcanique qui dura presque toute la nuit. Les jours et les nuits se succédaient et se ressemblaient. Francis et Edwige ne se passaient plus l'un de l'autre. Ils avaient formé une équipe de nuit soudée et bien discrète. Autant Francis devint accro de l'affection sans cesse renouvelée d'Edwige, autant Edwige ne se contentait plus d'une simple satisfaction ponctuelle de ses désirs charnels. Elle échafaudait toutes sortes de plans afin de garder la flamme toujours allumée. Elle trouvait en Francis un partenaire affectueux et attentif pour qui son amour avait fini par se développer considérablement. Grâce à lui, le tempérament dépressif qui la minait auparavant avait subitement cédé la place à un état de sérénité et de joie qui surprenait l'ensemble de ses coépouses. Ce brusque changement d'humeur provoqua chez elle une certaine suspicion. Pour certaines d'entre elles, Edwige aurait fini par prendre la vie du bon côté. Pour d'autres, au contraire, son changement d'attitude présageait quelque chose de suspect. La cinquième épouse, Robert Edjamian, 146 pages, 2019. Merci de m'avoir suivi, mesdames, messieurs. On retrouve Ghislaine pour la suite. C'est quoi? On a dit la cinquième épouse et vous avez tout de suite sauté. Il faut être courageuse pour être cinquième épouse. Enfin, je pense. Hein? Parfois même deuxième, on se demande ce que ça sera. Cinquième, waouh. Elle est à féliciter. Chapeau. Mais après, il faut peut-être être une seule ou quand ça commence par 2, 3, 4, les hommes se disent, bon, on me dit, quand tu prends une deuxième femme, c'est encore plus facile d'avoir une troisième, puis une quatrième. Parce que à partir de la deuxième, la brèche est ouverte. La question de la monogamie était assez compliquée, je pense. C'est très, très difficile. Parce que déjà, nous, culturellement, on n'est pas monogame. Ça, c'est la colonisation qui a apporté la monogamie ici. Donc, aujourd'hui, c'est juste que de fait, les hommes sont monogames. Ils ont une seule femme qu'on appelle l'officielle. Mais c'est difficile. Je pense que le règne animal, de façon générale, et la monogamie, ça ne colle pas. Ah oui, donc vous êtes une adepte de la polygamie. Je ne suis pas une adepte, je suis en train de constater Vous avez quand même compris. On a compris, Nadia a compris la polygamie et accepte la polygamie. Seulement qu'elle est heureuse puisqu'elle est la première épouse. La chance que n'a pas eu Edwige, c'est moi qui comprends mal. Non, Edwige, je pense qu'elle a quand même du cran. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit à une femme, bon, je suppose que Francis en question lui a dit je suis polygame. Je suppose aussi qu'il lui a dit j'ai 4 femmes. Et tu vas être ma 5e femme maintenant. Bon, toute cette question de choix. Mais moi, face à ça, je serais partie, les gens à mon cou. Ça dépend aussi du contexte sociologique ou culturel. Il y a des milieux dans lesquels les femmes se sont appropriées tout de suite ça parce que c'est la norme, être deuxième épouse, être troisième épouse, quatrième épouse. Mais c'est quand même toujours difficile d'admettre qu'on n'est pas seul et qu'on va devoir partager son mari avec quelqu'un d'autre. C'est une question de culture, c'est fonction de ce qu'on t'a appris. Moi, j'ai étudié au Sénégal où des femmes vont chercher la seconde épouse de leur mari parce qu'elles préfèrent que ce soit quelqu'un qu'elle ait elle-même choisi, que ce soit une autre qu'on lui impose. Comme ça, on va le gérer ensemble, on va partager les tours et voilà, c'est une question de culture. Pourtant, elles emmènent la deuxième et monsieur va chercher quand même. La plupart du temps aussi, celles qui viennent après se disent, à mon avis, elles se disent, bon, s'il m'a chouchouté jusqu'à ce que je vienne remplacer l'autre, c'est qu'il continuera, elle rêve, elle pense que le monsieur va continuer à les chouchouter, qu'elles seront toujours les princesses. Et ça, malheureusement, est souvent la plus grande. Exactement, et c'est ce que Edwige, justement, dans la 5e épouse, a vécu. Elle a été désenchantée et comme elle ne pouvait pas supporter, elle a commencé par s'offrir d'autres plaisirs et malheureusement dans les bras de son beau-frère. En tout cas, la lecture que nous a proposée Carmen Toudon, je suis sûre qu'elle va vous intéresser. Je suis sûre que vous allez chercher le livre.
Alors, comment adoucir la paume des mains de son homme et pourquoi pas pour soi-même? Je ne voudrais pas que Anita Marcos soit offusquée. Vous faites bien. Puisque toutes les fois, Yasmine nous dit nous hommes, et Anita m'a dit qu'il faut vraiment qu'on pense à nous aussi. Alors là, on a changé un peu la tendance. Après tout, on est sur le boulevard des femmes. Hein. Oui, mais Ouais. on pense aux apprend hommes, mais on aussi pense à nous aux aussi. femmes. Oui, on apprend aussi aux femmes tout en nous amenant à nous autonomiser, à nous défendre. On doit aussi apprendre à nous occuper de nos hommes. Ouais. Ça fait partie aussi du boulevard des femmes. ça fait partie aussi du boulevard des femmes. Alors voilà, comment adoucir la paume des mains de son homme et pourquoi pas pour soi-même? Yasmine Damata a trouvé les astuces pour nous et c'est tout de suite dans Recettes et Astuces. Une joie pour nous de vous retrouver dans cette rubrique Recettes et Astuces de femmes. Pour ce numéro, nous allons encore parler des hommes. Oui, nous allons parler des hommes. Il s'agit de comment adoucir la paume de main de vos maris. Il a une peau sèche. Vous ne supportez pas sa paume de main quand il vous touche. La réponse, c'est derrière cette porte avec une esthéticienne. Suivez-moi et vous en saurez davantage. Nous sommes avec Madame Patricia Akwadi Atibé. Alors avec vous, nous allons parler de comment adoucir la paume de main de son homme. Comment peut-être c'est possible d'adoucir la paume de main de son homme? Oui, bien sûr, c'est possible d'adoucir la paume de main de son homme. Alors pour ça, nous aurons besoin d'un gommage. Un gommage pour la paume de main? Oui, un gommage pour les mains. Nous avons besoin d'un gommage, d'une ponce, mais à partie lisse, parce qu'il y a double face. Il y a la partie rugueuse qui peut s'utiliser sur les pieds, mais là, on va utiliser que la partie lisse pour ne pas agresser la peau des mains. On a besoin aussi d'une crème pour hydrater. Donc, je vais d'abord commencer par polir. À l'eau simple, c'est bien sûr. Oui, à l'eau simple. On polit tout doucement. Anita, j'ai bien voulu défendre votre cause, hein, mais Yasmine est têtue. Elle a encore parlé des hommes. Bon, pour une fois, d'accord, c'est un sujet intéressant Et parce surtout que qu'elle a quelque pas- part, on a dit que Si la quand paume que de main est la paume rugueuse. de main est insupportable, il faut bien la rendre douce. Hein. Donc là, je partage complètement apprécier les caresses ce de- numéro. Mirabel, Oui, ce sont des astuces à pratiquer par moment. Ça fait agréable quand on salue quelqu'un ou quand on se met à masser Ah, pas son de conjoint, qu'on sent de la douceur dans la paume de la main. C'est pas mauvais, c'est agréable. où sont quand son conjoint vous prend dans les Mirabel a bras, dit vous saluer. Hein. Elle Ben s'est oui, arrêtée c'est à salut- saluer. C'est la salutation que les hommes Non, mais expliquer comme parfois, ça. on rencontre des gens qu'on salue et c'est vraiment pas agréable. Mirabel, il ne quand- faut pas détourner le sujet. Anita, on est en train de attention. parler de conjoint. Et c'est- Mais je suis allée de l'autre côté. après Exactement, aussi. donc Anita a raison. Bon, on n'allait pas saluer Tonton, c'est quoi elle dit? La salutation de monsieur. La c'est- salutation, c'est avec les gens de dehors, c'est pas avec le conjoint à l'intérieur. non. Ah ben et ce qu'elle dit par contre est intéressant. Mais c'est très intéressant parce que si vous le faites pour votre homme et qu'il doit saluer quelqu'un au dehors, il faut qu'on sente que sa femme s'est bien occupée de lui. Mais est-ce que tout de suite, celui que monsieur a salué pensera que c'est sa femme? Non, mais la personne va apprécier. Ah, vous avez une paume de main très Voilà. réussie. Elle va dire, ah, il faut remercier madame. Il le dira. Bon, s'il dit ça. Oui, il va le dire. Bon, Anita. malheureusement, on ne salue plus aujourd'hui avec la main à cause À de cause de Covid-19. On salue Faites soit cher, avec les oui. Donc c'est un Mais bon, soin dont espérons vous un allez jour que ça, profiter seul. espérons un jour que ça parte. Et pour l'instant, les travaux qu'on fera sur la paume des mains de nos hommes. On en Ça pourra profitera rester seul. entre nous. Nadia, vous partagez les avis. Ah, tout à fait, ça c'est un soin très intéressant parce que c'est un soin qui au fini sera bénéfique pour madame, surtout d'abord. Nadia, j'ai lu quelque part que vous êtes amoureuse de découvertes et de nouvelles sensations. C'est vrai ou c'est faux? J'adore beaucoup explorer de nouveaux horizons, voyager. À quel degré vous adorez les nouvelles sensations?
Ça dépend desquels. Ben, ça tombe bien, on va découvrir ensemble à quel degré vous aimez les nouvelles sensations et c'est tout de suite dans Coquine Taquine. C'est bon? Vous respirez beaucoup, c'est rien de méchant. C'est l'heure des secrets, ou bien les dames? Tout à fait. C'est l'heure des secrets et à partir de cet instant, tout est fermé. Il n'y a que vous, Nadia, moi, Ghislaine, il y a Anita, il y a Mirabel. Secret africain. C'est beaucoup pour un secret. C'est un secret. On est entre femmes là, entre femmes. Hein. Dites-nous, Nadia, nous allons surfer sur les sensations et les réactions qui vous caractérisent les plus. Surfer, hein? Que feriez-vous si un jour vous surprenez votre mari en compagnie de son ex dans une posture assez déconcertante? Déconcertante à quel point? Dans un lieu public? Non, c'est pas. J'imagine. Bon, ben, je pense que je vais garder le sourire et je vais aller vers lui faire un câlin, le prendre dans mes bras, repositionner un peu les choses pour que chacun se remette à sa place et après on poursuivra le reste à la maison, certainement. On a parlé de posture assez déconcertante. Ça dépend à quel point. Parce que si je surprends, ça veut dire que c'est déjà dans un lieu public. Au moment où on parle de déconcertant, c'est que ce n'est plus dans le jojo. Dans le jojo de aller l'embrasser, aller lui démontrer quoi que ce soit. C'est peut-être déjà abusé. Ah, si c'est arrivé à un niveau, comme on l'imagine toute là, ça va être excusez-moi, tu refermes la porte et puis tu continues ton chemin parce qu'il n'y a plus grande chose à faire à ce moment-là. Bon, vous l'avez compris, hein? Je vous la laisse. Elle a cœur. Alors, Nadia, en compagnie de votre mari le soir, vous vous apprêtez à démarrer les choses et subitement, il tombe en panne. Seigneur. Vous faites comment ou vous réagissez comment? Plusieurs méthodes. Tu essaies d'abord de voir si c'est une panne sèche. Vous voyez, quand je conduis ma voiture, j'ai une panne sèche, c'est facile à régler. On met un peu d'essence, on met un peu de lubrifiant, un peu, puis ça peut bouger tout facilement. Maintenant, si c'est une plus grosse panne, que ça doit toucher au moteur et attendre quelques jours, bon, ben, on va faire peut-être quelques petits massages et reporter l'événement. C'est autre chose. Mais il faudra surtout essayer de, je pense, ne pas déconcentrer l'autre, ne pas le culpabiliser, ne pas dire des mots qui feront en sorte qu'il va perdre complètement confiance. C'est d'apprécier la situation, essayer de faire redémarrer les choses. Et si ça ne marche pas, bon, ben, c'est mon mari, on est là pour la vie, il y aura d'autres occasions. De découvrir ensemble ce qui s'est passé pour que s'il n'était pas comme ça. Parce que bon, je pense que de façon scientifique, avec l'âge, c'est des pannes qui arrivent à un moment. C'est plus la fougue des 18-20 ans. Donc, à des moments, oui, il y aura des petits clashs. Et exactement, essayer de voir est-ce que c'est juste une situation passagère et si ça devient durable, essayer de voir si on ne peut pas consulter des spécialistes et essayer d'y remédier. Alors, après une bonne semaine de travail acharné, vous avez envie de vous amuser, mais votre mari est en voyage. Un bon ami à vous qui n'a jamais cessé de vous dire combien vous lui plaisiez vous invite à sortir. Accepteriez-vous? On n'est plus entre nous, là. On est toujours Parce que vous faites des liens compliqués, en fait. Oui, il n'est pas là. Oui, quelqu'un m'invite à sortir. J'ai envie de sortir. Tout dépend de la sortie. Une sortie n'est jamais... C'est comme si toutes les conditions sont réunis quand réunis même pour dire que vous avez quand même envie de sortir. Mais maintenant, monsieur n'est pas là et un ami quand même dont vous connaissez les penchants pour vous vous demande de sortir. Est-ce que accepter, ça signifie déjà que vous dites oui ou ça dépend? Ah oui, quand les préalables sont suffisamment clairs, un oui est un oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec le MeToo où les femmes disent, on dit oui jusqu'à un niveau, après on dit non. C'est difficile, surtout nous dans notre société où les femmes ont l'habitude de dire non. Quand le tableau est suffisamment clair, je pense qu'il faut rester plutôt prudent. Quand ce n'est plus des jeux d'enfants ou quand on a déjà des engagements, il faut rester prudent et ne pas
Ne pas tenter le diable, c'est beaucoup plus simple. Appeler les copines, aller prendre un verre, aller à un parc d'attractions avec des enfants, mais défouler ça autrement, parce que ça reste quand même un tableau très, très risqué. Oui. C'est déjà la fin de Boulevard des femmes, mais Nadia, déjà? on n'a pas l'habitude de donner encore un dernier mot à nos invités. On a quand même envie d'écouter une jeune dame plein d'émotions, plein d'ambition comme vous, et que vous écoutez donner votre réaction ou vos avis sur cette émission. Alors déjà, merci vraiment pour l'invitation. Ça a été un court mais très beau moment de partage. Pour revenir au sujet, ça sera vraiment d'encourager les femmes à choisir tout ce qui est série scientifique. Il n'y a pas le feu là-bas, bien au contraire. Ça peut être plus facile que d'autres domaines. La route peut être plus tracée facilement. Et c'est toujours bien quand une femme, elle arrive à avoir son diplôme, puis son boulot derrière. Parce que, comme le livre nous le disait tout à l'heure, même dans la polygamie, quand on s'assume un minimum, les choses sont toujours plus faciles. Il y a une seule question dont on discute, c'est la relation. Mais quand la relation aussi, il y a de la dépendance financière dedans, ça peut devenir compliqué. Donc, choisir vraiment un métier qui vous permet de vous épanouir, de vous autonomiser. Et après, les choses peuvent être plus simples. Mais vous avez vu, elle a fait le résumé de l'émission. Et puis, parfait. C'est la démarche scientifique. Merci Nadia d'être venue sur Boulevard des Femmes. Anita, Mirabel, merci à vous pour votre accompagnement. Christelle, notre réalisatrice, Rock et Patrice au montage, Emmanuel Sebo, le coq de la basse-cour, comme on l'a dénommé, de la grande cour. Le coq de la grande cour, c'est lui notre producteur-chef. Et voilà, à la caméra, nous avons des caméramans, nous avons des preneurs de son qui sont tous derrière là-bas que vous ne voyez pas, mais c'est toute une équipe qui fait cette émission. Merci à chacun et à tous pour cette machine, cette grosse machine que vous déroulez. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous rester fidèles et à bientôt.